Nous allons détailler maintenant le processus de démarrage du système Linux et les différentes étapes qui interviennent. La première étape intervenant au niveau du démarrage de tout système d'exploitation est forcément le passage par le BIOS. Donc le BIOS, ou Basic Input Output System, est une interface logicielle entre le matériel et le logiciel à un niveau très basique. Le BIOS fournit l'ensemble des instructions de base utilisées par le système d'exploitation et fournit le niveau d'interface le plus bas aux pilotes et aux périphériques. Le BIOS est un programme qui est présent sur une mémoire EEPROM. Elle est déclenchée automatiquement quand l'ordinateur est électriquement allumé. Donc en réalité, le BIOS est un programme qui est complètement indépendant des systèmes d'exploitation. C'est un programme qui est destiné à faire démarrer un ordinateur. Lors de son exécution, le BIOS il va lire et exécuter le premier secteur physique du média de démarrage. Il s'agit généralement d'un secteur particulier du disque dur appelé MBR ou Master Boot Record, correspondant aux 512 premiers octets de votre premier disque dur. Ce transparent vous présente donc un exemple typique de l'interface BIOS qu'on peut retrouver sur n'importe quel ordinateur. Donc on voit à travers donc, cette interface que le programme donc, BIOS se représente généralement sous forme d'une interface graphique à travers laquelle nous pouvons modifier quelques paramètres basiques de la machine, tels que des paramètres d'énergie, tels que l'heure du système et la date du système, tels que quels sont les périphériques éventuellement de démarrage et puis la séquence ou l'ordre de démarrage préféré. Une fois la BIOS s'exécute, elle va activer le MBR. Au niveau du MBR, nous retrouvons un programme très important pour le déclenchement et le chargement des systèmes d'exploitation, appelé chargeur de démarrage. Ce programme est généralement installé par les systèmes d'exploitation eux-mêmes. Un programme appelé chargeur de démarrage est décomposé en deux parties. La première partie, elle est basée sur un fichier de configuration. C'est une partie qui s'exécute dans le MBR. Elle se charge de lire la table de partition du disque, de retrouver quels sont les systèmes d'exploitation existants sur la machine et donner la main à l'utilisateur pour choisir quel système éventuellement charger. Et la seconde phase fournit une interface pour lancer le système d'exploitation une fois l'utilisateur l'a choisi. Le programme chargeur de démarrage permet également de donner la main à l'utilisateur pour passer éventuellement des paramètres au noyau Linux et au processus init qui est le premier processus qui va s'exécuter dans le système afin de charger les diverses étapes. Le chargeur GRAP est actuellement le chargeur le plus utilisé au niveau des distributions Linux. GRAP peut lancer différents systèmes d'exploitation. Il est actuellement disponible pour la plupart des distributions Linux, pour les distributions aussi basées BSD, etc. Il permet également de supporter le démarrage des systèmes Windows. Son amorce est toutefois différenciée selon les systèmes d'exploitation. GRUB, il va lancer directement à ce moment-là tous les systèmes ouverts, autrement dit les systèmes basés Linux. Mais pour les systèmes propriétaires tels que Windows, il va activer plutôt le lanceur ou le chargeur de démarrage spécifique de ces systèmes, selon donc un mécanisme qu'on appelle le mécanisme de chain loading. Parmi les fonctionnalités ou les avantages donc de GRUB, on cite le fait qu'il supporte justement plusieurs systèmes d'exploitation. Il permet le démarrage éventuellement d'une machine à partir du réseau, pas uniquement localement.
Il offre à l'utilisateur un mode menu graphique, mais également un mode ligne de commande, offrant un shell plus avancé, avec des commandes plus avancées. Et avec grep, vous avez la possibilité de sécuriser le démarrage de votre système à l'aide de la définition d'un mot de passe crypté. Le rôle essentiel de grep est de charger le noyau en mémoire et de l'exécuter, ainsi que le RAM disk, modélisé par le fichier initd.img. Le fichier de configuration de base du chargeur de démarrage grep est le fichier /etc/grep/conf plutôt, ou /boot/grep/menu.lst. Sachant bien sûr que votre chargeur de démarrage il est automatiquement installé et configuré lors de l'installation du système, mais vous pouvez toutefois apporter des modifications au niveau de son chargement après l'installation de votre système. Au niveau du fichier de configuration de grep, nous retrouvons des paramètres donc, de démarrage du programme grep, tels que quel est le délai maximal d'attente fourni à l'utilisateur avant que grep il charge automatiquement un système par défaut. Donc ceci est défini par la directive timeout. La valeur donnée pour la directive timeout elle est définie en unités de seconde. La valeur ou la directive default, elle définit quel est le système à charger par défaut une fois le timeout est écoulé. La valeur 0 indique le premier système qui va être déclaré. Une fois les différents paramètres globaux définis, on a par la suite un ensemble de paragraphes ou de sections, chaque section commençant par le mot-clé title. Chaque section commençant par title va décrire un système d'exploitation disponible dans la machine et que grep va automatiquement lister dans son interface graphique et qu'il va donc prendre en charge pour le démarrage. Dans cet exemple, nous avons donc une machine dans laquelle il y a deux systèmes d'exploitation disponibles. La première section title fait référence à un système qui est appelé Red Hat. Ce système Red Hat, ou le mot, en fait, la chaîne Red Hat, ce sera le label, autrement dit, c'est la chaîne de caractères qui va apparaître à l'utilisateur et qui va indiquer justement ce système. Nous avons la directive root qui va indiquer quelle est la partition à partir de laquelle sera chargé donc, le système Linux. La directive kernel indique le chemin vers le noyau du système d'exploitation avec éventuellement l'ensemble de ces paramètres donc de démarrage. C'est un chemin qui fait référence donc automatiquement au chemin de la partition qui a été donnée par la directive root. Et nous avons aussi la directive initRD qui donne le chemin vers le fichier initRD, et c'est un chemin aussi relatif donc au chemin de la partition donnée par la directive root. Pour le cas du système Windows, donc le cas de la deuxième section title, le label qui va apparaître à l'utilisateur lors du choix du démarrage, ce sera Windows XP pour cet exemple. Et pour la déclaration donc d'un système d'exploitation Windows, grep n'a pas besoin de connaître donc les paramètres qui ont été indiqués pour un système Linux. Il va faire appel donc au mécanisme chain loader pour faire appel et activer automatiquement le chargeur de démarrage spécifique au système Windows. Mais nous avons toutefois donc la directive root no verify qui va indiquer le chemin de la partition physique qui contient donc le système Windows, tout en indiquant qu'on n'a pas besoin de vérifier l'intégrité de cette partition. Le noyau du système d'exploitation génère, donc au cours de son démarrage, mais également au cours de son fonctionnement normal, un ensemble de messages qui vont être automatiquement journalisés. Tous les messages standards
générés donc par le noyau sont automatiquement archivés dans le fichier /var/log/dmessage. On peut accéder donc à travers ce fichier aux diverses informations relatives à la séquence de démarrage, telles que les informations sur le matériel détecté, initialisé, quel est l'ensemble donc des modules qui ont été chargés, etc. Vous pouvez, après le démarrage, donc accéder à ce fichier en l'affichant ou bien en exécutant la commande dmessage qui va également réaliser l'affichage de ce fichier. Lors du démarrage du noyau ou du kernel, le noyau va procéder à la détection du matériel et à son initialisation. Il va procéder à l'initialisation et au chargement de initRD et divers modules présents. Il va réaliser le montage du système de fichiers racine en lecture seule. Ensuite, il va lancer le premier processus dans le système, qui est le processus init. Donc, le processus init va prendre en charge la suite maintenant du chargement du système. Init est le premier processus démarré et aussi le dernier qui va être stoppé au niveau du système. Il porte toujours le numéro 1. Donc 1, ça représente le PID, donc Process Identifier, relatif au processus init de n'importe quel système Linux. Init est le père de tous les autres processus qui seront créés par la suite par des appels système, donc à une primitive appelée folk. Donc il sera la racine de l'arbre, de l'arborescence donc des processus système. Init va charger donc l'ensemble des services, autrement dit des processus permettant d'activer le reste donc des diverses applications, services système, services réseau, etc. Donc au niveau de Linux, au niveau du processus de démarrage, et ceci grâce à la lecture tout d'abord du fichier etc inittab. Donc le processus init, il va lire le fichier etc inittab pour savoir quel est le fichier à exécuter pour continuer le chargement du système, quel est le niveau d'exécution par défaut. L'information niveau d'exécution va permettre au processus init de connaître quels sont les services qui doivent être lancés pour le niveau d'exécution par défaut défini dans etc inittab.